Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Zone Bourse dans laquelle je vais vous présenter l'un des moyens les plus puissants et pourtant probablement les plus simples pour battre les professionnels en bourse. Mais avant ça, revenons aux bases. En général, si vous achetez une action, c'est pour trois raisons. Soit vous avez analysé les données fondamentales de l'entreprise, la croissance, la rentabilité, la profitabilité, vous avez regardé la valorisation, l'endettement, etc. Et puis la valeur vous plaît. Ou bien vous avez décidé d'en acheter basé sur de l'analyse technique, donc en étudiant le graphique le plus souvent. Ou alors, troisième solution, vous avez acheté un ETF, un tracker, ce qui revient à acheter toutes les actions qui composent l'ETF. Dans les deux premiers cas, vous êtes des investisseurs actifs, c'est-à-dire qu'en général, vous voulez battre le marché. Et dans le troisième cas, dans le cas où vous avez acheté un ETF, en général, c'est que vous faites de la gestion passive. Vous n'avez ni l'envie, ni le temps, ou bien aucun des deux, d'essayer de battre les indices. Je vais me concentrer aujourd'hui sur les investisseurs actifs. Parce que si vous achetez une action individuelle, c'est que vous pensez que le titre va monter. Mais quelqu'un vous a vendu des titres. Donc quelqu'un a un avis exactement inverse au vôtre. Alors ça peut bien sûr juste être un particulier qui a besoin d'argent, mais ça peut aussi être un professionnel qui pense que le titre qu'il vend est surévalué. On peut donc se poser la question, qui est de l'autre côté ? Qui vous vend des titres et pourquoi ? Et la question clé pour un investisseur, c'est de comprendre votre avantage compétitif par rapport à ces vendeurs. Ou bien, si c'est vous qui passez un ordre de vente, quel est votre avantage compétitif par rapport à l'acheteur que vous avez en face ? Globalement, on peut toujours se poser la question, à chaque fois qu'il y a une transaction, qui a un avantage compétitif entre l'acheteur et le vendeur ? La plupart du temps, ça va être aucun des deux. C'est pas que les gens achètent ou vendent au pif, ils ont en général fait des recherches, mais dans la plupart des cas, ce sont pas des personnes qui réussissent à battre le marché à long terme, parce qu'il y a, je l'ai déjà expliqué à longueur de vidéo, il y a finalement assez peu de personnes qui arrivent à battre le marché à long terme. Donc dans la plupart des cas, que ce soit un professionnel ou un particulier, il n'y a aucun des deux qui a un vrai avantage compétitif. Certaines fois, on peut en avoir un des deux qui a un avantage compétitif, ou même, certaines fois, les deux qui ont des avantages compétitifs, mais bien sûr, ça va être des avantages compétitifs différents. On classe souvent ces fameux avantages compétitifs dans 4 catégories. Alors je ne vais pas les détailler vraiment précisément, ce serait beaucoup trop long, mais en gros, dans la première catégorie, on va mettre le fait d'avoir de meilleures analyses que les autres. Donc en gros, vous avez la même information, mais vous arrivez à mieux la comprendre. On peut être dans du fondamental, dans du technique, peu importe. Mais ça peut être tout simplement que vous pondérez mieux les éléments. Par exemple, si une entreprise a une croissance faible, peu d'endettement, faible profitabilité, mais une faible valorisation, savoir quels sont les critères les plus importants, quel critère prend le dessus sur l'autre, c'est un atout qui est considérable. Pourtant, vous pouvez avoir donc l'information, comme je le disais, qui est la même, parfois même une analyse qui est très très proche, mais voilà, ne serait-ce que pondérer les éléments, ça peut vous faire gagner de l'argent par rapport au reste du marché. Certains professionnels, alors il n'y en a pas beaucoup, ont ce type d'avantage compétitif, donc un avantage d'analyse. Alors ils sont rares, mais ils existent. Il y a d'excellents gérants qui battent le marché. Ce sont en général des gérants avec beaucoup d'expérience par définition. La probabilité pour un particulier d'avoir un type d'avantage de ce type est très très faible. On a parlé ici d'un avantage donc, qui consiste à mieux analyser à information égale. Mais certains investisseurs ont plus d'informations que d'autres. Et attention, je ne parle pas ici de délit d'initié, je parle de rien d'illégal. Je parle d'informations qui vont être en général difficilement disponibles, et souvent parce que ça coûte cher. Et j'avais fait un épisode sur le nowcasting, c'est-à-dire le fait d'utiliser des données en quasi-temps réel ou en temps réel pour avoir un avantage compétitif sur les marchés. J'avais cité l'exemple d'utiliser des images satellites pour surveiller les parkings des supermarchés, par exemple. J'avais cité, toujours à propos d'images satellites, le fait de surveiller les stocks, par exemple des fonderies d'aluminium. Il y a le cas de la fonderie Alta Huila à côté de Dubaï, et il y a des traders qui surveillent ces stocks, voir à quel point ils se diminuent ou ils augmentent, pour voir un peu l'offre et la demande sur l'aluminium. On peut aussi, un exemple très classique, c'est traquer les données en temps réel des dépenses des consommateurs, grâce aux données qui vont être vendues par exemple Visa ou Mastercard. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Si vous êtes un trader sur céréales, par exemple, et que vous avez mis des capteurs dans des champs qui vous renseignent sur l'état de la prochaine récolte, ou si vous avez des champs ou des arbres témoins qui vous servent pour vos prédictions, vous avez forcément plus d'infos que celui qui va passer sa journée devant son Bloomberg.
Alors vous pouvez penser que je suis en train de raconter un peu n'importe quoi, mais tous les exemples que je vous ai donnés, ce sont des exemples qui sont des exemples réels, c'est-à-dire que oui, les traders utilisent tous les outils que je vous ai cités, c'est ce qu'on appelle les données alternatives, et c'est quelque chose qui est très à la mode dans le milieu des hedge funds. Alors est-ce que les particuliers peuvent profiter d'un avantage en termes informationnels? Est-ce qu'on peut profiter d'inefficience en termes d'information? Dans la grande majorité des cas, la réponse va être non, vous vous en doutez, mais il y a quelques cas qui existent et qui sont vraiment réels. C'est le cas où vous travaillez dans un domaine professionnel, où vous avez une très bonne connaissance, vous avez probablement des données qui sont bien en avance par rapport à des données qui vont être publiées sur le secteur ou par exemple sur l'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est à nouveau, on ne parle pas d'informations d'initiés, mais vous voyez quand même les carnets de commandes, vous voyez un peu comment les consommateurs réagissent, vous voyez un petit peu les problèmes que vous avez ou non avec des fournisseurs, etc. Donc voilà, sur votre domaine de compétences, votre domaine professionnel, vous pouvez avoir un avantage informationnel, mais comme je le disais, c'est relativement rare. Troisième type d'avantage compétitif, c'est avoir un avantage comportemental. Là, ça commence à être intéressant, parce que si vous me suivez, vous savez que les biais cognitifs vont souvent vous pousser à faire des erreurs en bourse. Ça va vous pousser à suivre les modes, à vendre vos titres gagnants et à conserver vos titres perdants, vos émotions vont vous pousser à paniquer ou bien à être euphorique, etc. Alors oui, on peut imaginer que c'est relativement facile d'avoir un avantage compétitif de ce côté-là parce que vous êtes au courant de ce qui peut vous faire aller dans le mur. Et c'est d'ailleurs souvent ce qu'on vous vend dans des vidéos, dans des formations, en vous disant oui, le trading, c'est le mental, c'est ça qui vous ferait gagner de l'argent ou bien juste la gestion du risque. Mais attention, parce qu'on a tendance à sous-estimer à quel point ces biais cognitifs peuvent être puissants et à quel point ils sont ancrés en nous. Parce qu'en fait, c'est pas parce que vous connaissez ces biais cognitifs, parce que vous les avez analysés, vous pouvez les citer, etc., que vous allez pouvoir facilement lutter contre. En fait, c'est un peu comme le vertige, par exemple. Vous allez à l'Aiguille du Midi, alors ça existe dans plein d'endroits, mais vous avez la possibilité d'aller dans une pièce vitrée avec un vide de plus de 1000 mètres sous vos pieds. Et votre cerveau rationnel, il sait que vous craignez rien, il le sait très bien, mais votre cerveau reptilien, des réflexes qui sont ancrés chez nous depuis des siècles et des siècles, ce cerveau nous donne comme information un gros stress et nous demande de partir de là, nous dit que c'est une situation qui est anormale. Donc se dire juste, moi je vais faire 100% confiance à mon cerveau rationnel, je vais mettre de côté mon cerveau reptilien, je sais que je peux éviter les biais comportementaux et donc je vais avoir de meilleurs comportements sur les marchés boursiers que les autres, c'est quand même difficile, c'est possible, il faut être extrêmement discipliné, mais à nouveau c'est très risqué. Et d'ailleurs les meilleurs hedge funds du monde l'ont bien compris, puisque beaucoup utilisent des algorithmes de trading pour supprimer tout biais émotionnel, plutôt que juste bien entraîner et bien former les gens. Quatrième moyen d'avoir un avantage compétitif, c'est avoir un avantage technique. C'est en général le domaine des arbitragistes. Là, on est vraiment dans de la technique financière pure. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Donc, vous l'avez vu, j'aurais pu faire des heures de vidéos sur tous les domaines dans lesquels il y a des inefficiences. Il y a pas mal d'inefficiences de marché. Certaines rares qui peuvent être exploitées par des particuliers et la plupart qui sont exploitées par des professionnels. Mais je vais faire un zoom sur l'inefficience la plus facile à capter en fait pour les particuliers, et c'est ce qu'on appelle le time arbitrage ou bien l'arbitrage temporel. Il s'agit en fait d'avoir un investissement de temps qui est différent de celui des autres investisseurs. Alors, les investisseurs ou traders, ils investissent sur quel laps de temps en général? Les traders, ils vont commencer à investir sur en général quelques heures, pour certains quelques jours et pour d'autres quelques semaines. Ensuite, c'est bien sûr le domaine des investisseurs qui, eux, vont investir en général pour plusieurs mois, quelques années, mais on dépasse rarement 1 année, 2 années, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc les inefficiences de marché, elles vont être sur des laps, des durées de détention très très faibles, ou bien des durées de détention très très longues. On va commencer donc par le très très faible. Imaginez que vous ayez un gros acheteur, un professionnel qui va acheter une taille importante. Il va probablement, même s'il fait attention, même s'il passe son ordre sur plusieurs heures, voire même plusieurs jours, il va sûrement faire décaler à la hausse le cours de l'action qu'il essaye d'acheter, le temps que son ordre soit exécuté. Pour lui, ça va avoir un faible coût, c'est ce qu'on appelle le slippage, voilà, c'est un coût qui est pris en compte en général quand on a des grosses positions, quand on rentre ou quand on sort de la position, on va faire décaler un petit peu le marché. Mais justement, il y a certains algorithmes de trading qui vont profiter de cette aberration, une aberration qui va durer quelques secondes ou quelques minutes.
Et là, on est déjà dans de l'arbitrage temporel, c'est pas pour les particuliers, mais comme je le disais, si on regarde à l'autre bout de l'échelle de temps, sur le long terme, il y a aussi moyen d'avoir un avantage qui est dû à une durée de détention différente des autres investisseurs. Et là, vous allez me dire, oui, ok, je comprends qu'il y a très très peu d'investisseurs qui investissent sur quelques secondes, donc on peut avoir un avantage temporel là-dessus, mais il y a beaucoup de monde qui investit sur plusieurs années, qui détient une action pendant plusieurs années. Il y a plein de particuliers, il y a plein de professionnels. Et c'est ça qui est surprenant, c'est qu'en fait, c'est faux. Il y a extrêmement peu de gens qui gardent une position plusieurs années. Il y a une étude de Lipper qui montre que le turnover moyen des fonds de placement, la rotation des portefeuilles, si vous voulez, est en ce moment autour de 92% sur les 12 derniers mois. C'est-à-dire que la quasi-totalité des portefeuilles des fonds ont tourné sur ces 12 derniers mois. Et ce type d'études, on en retrouve plein. Il y a d'autres études qui montrent que la durée de détention moyenne d'un titre est de 5 mois et demi aux États-Unis et de moins de 5 mois en Europe. Et si vous discutez d'ailleurs un petit peu avec des amis qui font de l'investissement, surtout ceux qui sont intéressés par l'investissement, regardez un peu la durée de détention de leurs actions en moyenne et vous allez être surpris. Et justement, on arrive à ce fameux outil que les particuliers peuvent utiliser pour battre les professionnels, c'est tout simplement d'avoir un horizon de très long terme. Parce que la plupart des gérants de fonds, je le disais, ils raisonnent à 1 ou 2 ans. Et dans ce cas-là, l'arbitrage temporel consiste tout simplement à être à l'opposé de ceux qui ont une vision court terme. C'est-à-dire être acheteur quand tout va mal, en pleine crise Covid par exemple, parce que ceux qui ont une vue à court terme, ils vont être obligés dans ces moments-là de liquider leur position, soit à cause d'appels de marge, soit parce que leurs clients vendent leurs titres. Et le but, quand vous faites ce type d'investissement, et c'est ça qui est relativement compliqué, c'est de séparer le bruit de court terme de la vraie information à long terme. On parle donc ici de toutes les approches contrariennes, c'est-à-dire investir quand le sentiment des investisseurs est le plus bas. Alors, soit le sentiment peut être au plus bas au niveau du marché, donc dans ce cas-là, on va regarder des indicateurs comme l'indice Fear and Greed de CNN. On va regarder donc le sentiment des investisseurs au niveau du marché, ou bien on peut aussi regarder au niveau de certains secteurs ou de certains titres, et là, on sera plutôt dans une approche value, plutôt dans une approche de titres décotés. Bien sûr, il y a un risque avec ce type d'approche, c'est que vous allez être à contre-tendance. Alors si tout se passe bien, le marché change d'avis rapidement, comme pendant la crise du Covid, qui a été très courte, en tout cas en termes boursiers, mais il faut savoir que le marché peut parfois mettre plusieurs années pour redécouvrir des valeurs, ou bien redécouvrir des secteurs qui ne l'intéressaient plus depuis un moment, ou bien, si je prends le marché d'une manière générale, pour sortir d'une phase de panique. Donc c'est pas pour tout le monde ce type de durée de détention et le fait d'avoir une vision contrarienne parce que vous allez pouvoir détenir les titres ou bien le marché pendant plus longtemps que les autres, parce que peut-être que vous aussi, vous êtes atteint du mal dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pensez être un investisseur à long terme, mais dans les faits, vous ne l'êtes pas réellement. Donc moi, si vous êtes intéressé par ce type d'approche, je vous conseille de regarder votre portefeuille actuel. Regardez vos positions. Combien de positions est-ce que vous détenez depuis plus d'1 an, depuis plus de 2 ans, ou même depuis plus de 5 ans? Parce que pour moi, le long terme, c'est d'avoir un horizon d'au moins 10 ans pour le portefeuille dans son ensemble, et puis c'est une durée de détention de plusieurs années par valeur. Alors bien sûr, on peut se tromper et revendre avant, mais vous avez compris l'idée. Je sais que ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais je le répète, avoir une approche long terme, c'est quelque chose qui est simple, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus rare que vous ne le pensez. En fait, il y a très peu d'investisseurs long terme sur le marché. Tout le montre, les volumes le montrent. Faites un calcul au niveau des volumes du marché. Enfin, moi, je l'ai déjà fait et je retombe sur les chiffres des périodes de détention que j'ai citées auparavant. Il y a finalement beaucoup trop de volume sur les marchés financiers, ce qui montre que la plupart des intervenants ont une approche court terme. En tout cas, ils ne gardent pas les titres très très longtemps en portefeuille. Donc, avoir une approche long terme, c'est un vrai avantage compétitif par rapport à tous les autres particuliers ou bien à la plupart des professionnels. Voilà, dites-moi vous quel est votre horizon de temps, ça m'intéresse beaucoup. Pas l'horizon de temps de votre portefeuille, parce que ça je me doute que pour la plupart d'entre vous, c'est pas quelque chose que vous allez dépenser dans les prochains mois ou même dans les prochaines années, mais plutôt votre durée de détention moyenne. Et je veux pas que vous me balanciez les chiffres au hasard. Regardez
combien de titres vous détenez depuis plus, allez, on va dire de 2 ans ou de 3 ans, et je pense qu'il n'y en a peut-être pas tant que ça. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout, et moi je vous dis à bientôt. Merci encore de votre fidélité, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà, à bientôt pour une nouvelle émission.